Martial, je ne sais pas si on te présente, qu'en tout cas, tout le monde connaît ta voix, puisque tu es sur RTL le matin, éditorialiste éco. Certains connaissent ta plume, et tu viens de sortir un livre qui s'appelle ChatGPT School pour les étudiants. On va en parler. Et puis, alors moi j'apprécie aussi ta vision, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'est connus à l'époque, c'était le journal du futur, ouais, ça s'appelait. Ça s'appelait comme ça, oui. Voilà, c'était des chroniques, alors si vous ne les avez pas lues, je pense que ça doit se retrouver quand même dans je pense que c'est encore sur le site d'RTL, ça doit encore exister, parce que ça commence à dater, hein. C'était 2016, 2017, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, c'était pré-Covid. Les premières éditions. Et tu te projetais en 2000... Alors, le principe, c'est qu'on se disait, on est en 2100 et on va construire un journal d'archives sur des choses qui se seraient passées en 2050, en 2042, en 2028, comme on fait aujourd'hui des archives sur les 60 ans du premier hypermarché en France, et on retrouve les archives de l'INA. Nous, on construisait les archives en imaginant que ça se passerait en 2025 alors qu'on était en 2016. Quoi. Voilà. Et on imaginait des dates et des événements et une société qui avait évolué et qu'on regardait avec le regard du passé en 2100. C'était Exactement. Et pour tous les innovateurs dans la pièce, écoutez, alors c'est passionnant. Je suis sûre que ça n'a pas vieilli. Je vous invite à le regarder. Mais voilà, on va être plutôt dans l'actualité avec ton dernier bouquin, donc ChatGPT School pour les étudiants. Et du coup, quand tu as écrit ce livre alors, avec ton fils, quelles ont été les plus grosses surprises pour toi ? En fait, les deux mondes se rejoignent là, puisque c'est vrai que quand on s'était connus à San Francisco, toi, tu me faisais rencontrer justement les innovateurs, ceux qui travaillaient sur les grandes tendances de société, puisque moi, c'était la promesse de la chronique, c'était de s'intéresser à ce sera quoi les transports, ce sera quoi la maison, ce sera quoi notre vie sexuelle, ce sera quoi l'information, ce sera quoi le cinéma, ce sera quoi les loisirs. C'était vraiment, c'était pas des grandes pensées, c'était à chaque fois de prendre des exemples très concrets. Et donc j'avais rencontré plein de gens qui étaient évidemment sur l'intelligence artificielle à ce moment-là, mais ça restait presque du travail de laboratoire encore, même si on croisait déjà énormément de départements avec que des Français dans les grandes marques de la Silicon Valley. C'était assez impressionnant, parce que comme c'était RTL, il fallait qu'on trouve des Français en plus, mais on en trouvait plein là-dessus, et vous le savez bien. Donc, et en fait, en novembre, quand on a commencé à voir surgir dans l'actualité, apparaître dans l'actualité ChatGPT, moi, ça a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, ça y est, voilà. On a franchi, c'est-à-dire que d'un univers qui était un univers ou de professeurs, ou de scientifiques, ou de chercheurs, ou d'ingénieurs, on bascule dans l'intelligence artificielle pour tout le monde, quoi. Et les gens vont découvrir ça. Et je me suis rendu compte en discutant avec mes fils, j'en ai 3, qui sont tous lycéens, qu'en réalité, eux, ils connaissaient déjà un peu. Hein. Ils pratiquaient un peu mais ils n'en parlaient pas parce qu'ils avaient peur de se faire piquer. Et d'accord, très bien. Donc ils avaient de l'avance, tant mieux pour eux. Et en fait, mon fils aîné, qui est étudiant en école de commerce, me dit au mois de mars, je suis en train de préparer un bouquin de fiches pratiques pour que les étudiants puissent savoir utiliser, faire des prompts, quoi. Parce que les gens ne connaissaient pas encore. Et je dis, c'est intéressant, et ça tombait pile poil au moment où moi je me posais la question de savoir mais pourquoi Sciences Po interdit ChatGPT, quoi. J'avais déjà fait 2-3 sujets à l'antenne, et je ne comprenais pas pourquoi une école comme Sciences Po, qui par définition, en tout cas selon moi, recrute des étudiants qui sont choisis pour leur capacité de sens critique et leur capacité d'analyse, de supervision, de sourcing des connaissances, pourquoi à eux précisément, qui étaient sans doute les mieux cornaqués pour pouvoir maîtriser l'intelligence artificielle, on le leur interdisait. Donc je me suis dit, il y a une peur, encore une fois, de la technologie, et on part dans une espèce de délire, quoi. Et c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est à la fois, ça existe, et les gens se sont appropriés le truc, mais avec une vitesse qui, quand on observe un peu le monde des médias, est absolument saisissante, quoi. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, on a atteint des chiffres que les autres acteurs du secteur, que ce soit Twitter, Facebook et autres, ont mis des mois, voire des années à atteindre. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et c'est toujours assez troublant
quand on est, comme moi, observateur du monde économique, de se dire on est peut-être en train de vivre là une révolution industrielle, comme certains l'ont vécu au 19e siècle. Et je m'amuse souvent à dire, je pense que quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, il y a dû y avoir un collectif de moines copistes qui ont manifesté dans la rue, quoi, si c'était français. Mais non, mais le truc, c'est que il se passe quelque chose et on en est témoin. Ça, c'est génial. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on arrive à le retranscrire et surtout à enlever peut-être la peur qu'il pouvait y avoir. Oui, il y a des questions à se poser, il y a des opportunités évidemment, mais il y a des interrogations à avoir. Mais il faut absolument que la nouvelle génération prenne ça comme un outil, l'utilise et sache s'en servir, parce que dans le monde professionnel dans lequel ils vont entrer, moi, c'est pas grave pour moi, à la rigueur, si je suis has-been, mais eux, ils vont devoir s'en servir. Donc, autant qu'ils sachent un peu déjà, et j'espère qu'on n'est pas trop déceptif pour répondre à ce qu'on se disait tout à l'heure avant de commencer en buvant un verre, parce que j'ai pas la prétention d'inventer l'eau chaude. Je me dis, on est juste au moment de la découverte du phénomène. L'histoire, on ne sait pas comment elle va se terminer, et on ne sait pas comment elle s'écrit. Donc, il y a sûrement là, face à moi, des gens qui s'y connaissent encore mieux que moi sur l'intelligence artificielle, mais il y a un phénomène ça me paraissait important de pouvoir le décrire. Et puis à ça, c'est ajouter, moi je sors donc en octobre un livre chez Fayard, donc dans un circuit traditionnel, on va dire. J'ai signé en octobre dernier, il sortira en octobre prochain. Là, le livre, avec mon fils, on l'a écrit entre le moment où on en parle la première fois et le moment où il sort sur Amazon, il a dû se passer 6 semaines, max. Et ça m'interroge aussi beaucoup sur le modèle économique du monde de l'édition. Parce qu'il y a des tas de choses. Ce livre, on ne peut pas le trouver dans les librairies, donc ça interroge sur est-ce que je suis en train de tuer le libraire de mon village. Mais en même temps, il y a une réactivité, une capacité à aller vite et donc à surfer sur l'actualité qui est quand même assez bluffante par rapport au système tel qu'il existe aujourd'hui du monde de l'édition. Donc ça aussi, c'est une question que finalement... à laquelle personne ne va devoir échapper, parce que quand on discute avec les gens d'Amazon, eux-mêmes ont maintenant un problème, les éditeurs aussi, c'est qu'ils se rendent compte qu'en fait, dans leur catalogue, il y a un nombre incalculable de livres qui ont été écrits par ChatGPT. Je ne vous dirai pas lequel, mais mon fils, avec qui j'ai écrit le bouquin, en a sorti un, totalement écrit par ChatGPT. Je ne vous dis pas sur quoi, parce que c'est un peu la honte, mais il l'a fait sous pseudo, mais il en vend. C'est ça qui est terrible. Ça qui est terrible. Non, c'est pour les relations avec son cheval. Non, mais, en équitation. Et donc, c'est assez bluffant. Et eux, ils ont ce problème. Ils ne savent plus, déjà chez Amazon, les livres qui sont réellement écrits par des auteurs et ceux qui sont écrits en gros par une machine. Ça, c'est une des questions. Et les éditeurs, il y en a, je crois, il y a un directeur de collection qui vient de se faire limoger d'une des grandes maisons d'édition françaises parce qu'ils se sont rendus compte qu'il a validé et signé un livre dont l'auteur n'a absolument rien écrit et tout a été fait par ChatGPT. Et là, ça pose aussi un problème, évidemment. C'est clair. Alors, je reviens sur la partie révolution industrielle et là, c'est avec ta casquette éco. En fait, alors, c'est vrai, on a entendu beaucoup de choses, lu beaucoup de choses. On entend que ça va être l'IA générative notamment va être destructrice d'emplois. D'autres disent qu'elle va en créer. D'autres disent qu'elle va déplacer certains emplois. On a lu que ça touchait plutôt les cols blancs. Enfin, par rapport à cette analyse-là, plus avec ton angle éco, quel regard tu portes sur ces tendances ? C'est l'objet de mon édito de demain matin sur RTL. Eh oui, vous avez de l'avance. 6h50 pour le premier. Bon, on peut remercier Martial d'être avec nous, parce que du coup, il se couche tôt. Mais parce que là, cet après-midi, ou ce matin, j'ai lu un article de CNN faisant l'état des lieux justement de tous les emplois qui ont déjà été détruits dans la Silicon Valley. Et le titre, en gros, c'est pour dire l'intelligence artificielle détruit les emplois de ceux qui l'ont créé. C'est les premières victimes. C'est la tech qui paie le plus lourd tribut aujourd'hui à la concurrence de ChatGPT et puis de toutes les IA génératives. Et quelque part, c'est assez logique. Par définition, c'est leur écosystème. Et c'est un outil qui améliore les process, les rend plus rapides et plus intelligents, qui sont des choses sur lesquelles tout l'univers de la tech repose. Donc, c'est pas très surprenant que ce soit précisément ces premiers jobs-là qui soient concernés. Et c'est encore moins surprenant parce que
finalement, il y a moins de pudeur dans ce milieu-là à dire bon, bah, on licencie 4, 8, 10, 12% de nos effectifs parce qu'on va privilégier les investissements sur l'intelligence artificielle plutôt que les postes qui sont aujourd'hui remplaçables par l'ordinateur. On est dans un univers qui, quelque part, comprend ça. N'empêche que les chiffres qui sont tombés de destruction d'emplois sur la Silicon Valley et dans le digital sont impressionnants, puisque vous avez déjà, sur les 7 premiers mois de cette année, enfin les 6 premiers mois de cette année, 50 000 destructions d'emplois supplémentaires dans la tech que sur toute l'année dernière. Donc on est dans un ratio, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est 220 000 destructions depuis le début de l'année à date, là, et c'était 160 000 sur toute l'année dernière. Donc, il se passe quelque chose. On a tous vu passer les 10 000, les paquets de 10 000 emplois supprimés chez Meta, chez Twitter. Enfin, on a vu des annonces d'Apple qui disaient, non, d'IBM, pardon, qui disaient on arrête de recruter parce qu'on va plutôt privilégier des postes de IA. Donc, tout ça existe. Et donc, évidemment, oui, que ça va détruire des emplois, c'est évident. Là où c'est un peu perturbant, et c'est ce que je dis moi dans ma partie du bouquin, qui est un gros édito en fait, c'est quand c'est peut-être la première fois que le robot véritablement attaque l'intelligence. Jusque-là, évidemment, le robot, il était là pour suppléer ou l'animal ou la force physique. Et donc, il remplaçait des tâches dites subalternes de l'ouvrier. Là, on se retrouve effectivement avec des avocats, des radiologues, des journalistes, tout un tas de professions dites intellectuelles. On parlait des auteurs, des romanciers aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai des amis qui travaillent sur la production audiovisuelle et sur les contenus. Ils font travailler l'intelligence artificielle. Ils se disent, on va donner des clés, des passages obligés. Je veux une comédie romantique qui se passe à New York dans les années 80 entre un libraire et je sais pas moi, et une serveuse de grand hôtel. Et la machine, pour l'instant, c'est pas totalement satisfaisant, heureusement, mais va être capable de le faire aussi à un moment donné. Donc, c'est ces questions-là, c'est ces métiers-là qu'il faut remettre en question. Et on a eu des débats nombreux sur l'antenne autour de ça. Dire, est-ce qu'on va tous perdre notre job avec l'intelligence artificielle ? J'ai pas compris d'ailleurs la tribune de ceux qui ont lancé notamment ChatGPT et qui disaient ça va détruire l'être humain. Là, je me dis, ils vont quand même très très loin, quand même, les gars, surtout que c'est eux qui l'ont fait. Et puis, j'y crois pas une seconde. Mais en revanche, se poser des questions sur ce que c'est que l'intelligence aujourd'hui, entre une machine et un homme, c'est pas idiot. C'est-à-dire que on reproche souvent au corps médical, je vais prendre le corps médical comme ça, a priori je touche personne là, c'est bon. Hein, il peut y avoir de la santé. Bon, il peut y avoir de la santé. Non mais on reproche souvent au corps médical son manque d'empathie, d'être beaucoup trop technique dans l'annonce des nouvelles, dans le diagnostic, dans la capacité à repérer tel ou tel problème de santé, et pas assez donc dans la psychologie. On va avoir une intelligence qui est bien meilleur, et ça on le montrait déjà à l'époque de la chronique sur le journal du futur, la machine, évidemment, sait détecter une maladie, une tumeur, un signal faible, beaucoup plus tôt que l'œil humain. Donc ça, elle saura le faire. Mais en revanche, l'accompagnement psychologique, cette espèce d'intelligence typiquement humaine, capable à la fois de superviser la machine, mais surtout de parler à un autre être humain, la machine ne saura pas le faire. Une des questions qui se pose, et que j'évoque aussi dans la partie, c'est que moi, je ne me sens pas, Martial You, 50 ans, éditorialiste éco, menacé par ChatGPT ou par toute intelligence artificielle. Parce que je me dis qu'il faut, à l'âge où j'en suis, j'ai une capacité, et c'est pour ça qu'on paie quelque part, de critique, de distance, de mise en perspective, donc et voire de parti pris. Ce que la machine s'interdit d'avoir. En revanche, pour avoir été le Martial You de 50 ans, il a fallu que je sois le Martial You de 20 ou 25 ans. Et j'ai un de mes fils qui voudrait bien être journaliste. Et là, je me dis, en revanche, le jeune qui démarre dans le métier, lui, il est directement en concurrence parce qu'on apprend à écrire une brève, parce qu'on apprend à écrire un petit article tout simple, parce qu'on commence par faire les chassés-croisés entre juilletistes et haussiens sur une aire d'autoroute, avant de partir en grand reportage au fin fond de l'Europe. Donc, et tout ça, il va falloir l'apprendre, et c'est donc et c'est pour ça qu'il faut que les étudiants s'emparent de cette technologie. Il va falloir repenser l'éducation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend à nos jeunes, qu'est-ce qu'on attend
de savoir être, enfin les soft skills là, qu'est-ce qu'on attend du jeune diplômé aujourd'hui, puisqu'une grande partie de ce qu'on attendait jusqu'à maintenant de lui est suppléé par la machine et la machine le fera beaucoup mieux que lui. Voilà. Et alors, dernière question, puis après je passe le micro à Eric, mon coprésident du club. Tu disais, tu analyses beaucoup les usages, que ce soit dans la vie quotidienne. Quand tu as regardé le sujet, finalement, quelles sont les industries qui aujourd'hui, alors tu as parlé de la tech, mais quelles sont les industries qui aujourd'hui tirent le mieux parti des IA génératives? Alors, c'est les deux, parce qu'en fin de compte, à la fois la tech, là, quand on regarde les métiers qui sont menacés, c'est ceux d'ingénieurs sur logiciel, c'est-à-dire c'est des métiers effectivement dépassés, mais on est en train de rechercher et de très bien payer tout ce qui est prompt engineer, c'est-à-dire là, pour le coup, tous ceux qui sont en train de se mettre sur le développement et le déploiement dans la réalité des entreprises et des humains, de cette intelligence artificielle. Donc, il y aura les deux. C'est schumpeterien, hein, donc je ne vous apprends rien. C'est destruction créatrice. Donc là, on a des métiers qui sont obsolètes par essence, mais dans le même mouvement, vous avez des créations, et je pense qu'ils seront plus nombreuses que les destructions qu'on connaît. Après, ce qui me rend, moi, très optimiste aussi, c'est que il y a eu des études qui ont montré que vous aviez, je crois, 38 métiers qui ne seront jamais chat-GPtables. Et ce sont tous les métiers dits manuels, de service, de contact humain. Et c'est-à-dire des métiers qui sont aujourd'hui dévalorisés, parfois souvent mal payés, dits pour sous-diplômés, etc. Donc là, on a des métiers qui vont être, et on le voit, on l'avait vu déjà avec le Covid, ces fameuses premières ou deuxième lignes, ceux-là vont tirer leur épingle du jeu par définition, parce qu'ils ne seront pas en concurrence avec la machine directement. Donc eux, là aussi, il va falloir revaloriser un certain nombre de ces métiers-là. Et puis après, dans ceux qui... J'ai un ami notaire qui a lu le livre et qui me dit, mais lui, il veut lancer son notaire, je crois qu'il l'a fait d'ailleurs, un notaire GPT. Il y a ma belle-sœur qui est dans la finance, qui lance son Finance GPT. Bloomberg le fait. Enfin voilà. Donc, c'est-à-dire que tous les secteurs vont s'y mettre en réalité. Tous les secteurs vont s'y mettre, mais vont utiliser, et c'est ça le maître mot, c'est que ça reste un outil, et vont l'utiliser comme base pour pouvoir upgrader leur propre capacité de travail et de résultats. Donc il y a des métiers qui disparaîtront, c'est indéniable, mais ça a toujours existé. En revanche, il y a des métiers dont on ignore peut-être encore l'existence jusqu'à maintenant. Moi, il y a encore un an... un prompt engineer, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Donc, ou en tout cas, je ne voyais pas très bien à quoi ça pouvait servir. Donc là, voilà, ça y est, c'est la nouvelle phase, et c'est pour ça que je pense que c'est une vraie révolution industrielle qui se met en place. On en a connu plein. J'ai parlé tout à l'heure des métiers, de la révolution industrielle, donc c'est les métiers à tisser. On a connu dans les années 70 la robotisation du secteur de l'automobile, qui donc a donné un élan supplémentaire au Fordisme. On a connu après 2008, grâce à Internet, tout le développement de l'économie de substitution, la share economy, donc les Uber, les Deliveroo, les Blablacar, etc. C'est devenu un secteur économique aussi. Et là, on voit bien, peut-être que c'est lié à l'après-Covid, c'est-à-dire après une crise majeure, et c'est pour ça que ça apparaît de façon aussi forte aujourd'hui, mais une nouvelle forme d'économie qui se développe aussi. Une petite question, on est dans le club assurance. Oui. Moi, je me souviens, en 2003, je discutais avec des souscripteurs d'assurance et je leur disais, un jour, votre métier va être totalement automatisé. Ils m'ont regardé en me disant, il est gentil, mais il est fou. Aujourd'hui, on se dit que ça pourrait arriver. Ouais. Justement, ce métier qui a la fonction reine dans l'assurance, du souscripteur d'assurance, qui cherche à projeter les risques, pouvoir les pricer, etc. Est-ce que tu penses que ce métier est particulièrement sensible à... Ah bah oui, sensible, c'est sûr, mais comme le trading, quelque part. Le trading, ça fait maintenant des années que le trading est largement exploité par des algorithmes et des machines. Et il reste quand même des traders dans les banques, et leur fonction, elle n'est pas intégralement remise en question, parce que justement, il faut superviser ce que peut proposer la machine. Et je pense que pour l'assurance, c'est du diagnostic de risque aussi. Donc,
c'est de la statistique, c'est des choses que la machine sait évidemment formidablement bien faire, mais on le voit à chaque fois lorsqu'il y a des grosses catastrophes ou autres, et je pense là évidemment à la pandémie lorsque c'est à ce point atypique. À la fin, au bout du bout, il reste l'humain. Et c'est la seule chose qui tient. C'est ce qui va permettre d'élaborer ou pas le fait où on s'est planté sur les contrats, c'est arrivé à certains, où on doit renouer le lien, la confiance. Quand on faisait la chronique, moi ça m'avait frappé parce que tout le monde ne parlait que de la blockchain. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était le grand truc. Et déjà, je ne comprenais pas bien ce que c'était la blockchain. J'avais l'image, j'ai dû me le faire expliquer 3 ans de suite, je pense, par des tas de personnes différentes. Et le maître mot, c'était tiers de confiance. C'est-à-dire que là, la blockchain, c'est ce qui va remplacer le tiers de confiance, donc la banque, l'avocat, l'assurance. Et dans les faits, je pense que malgré tout, encore une fois, c'est une brique technique, mais il y a quand même encore et toujours besoin d'un être humain, ou alors effectivement il faut être très très pessimiste et se dire que là on est tous homeless dans 20 ans, mais j'y crois pas une seconde. Donc là, l'assurance, et ce qui est assez incroyable et formidable dans ce qui se passe là, c'est que tous ces métiers-là, aujourd'hui, sont obligés de s'interroger, de se poser la question, de se dire comment l'intelligence artificielle va percuter mon métier et comment je fais évoluer ce métier pour y être encore, moi à titre perso, mais mon écosystème aussi. Donc l'assurance va redevenir humaine. C'est pas si mal. C'est pas une mauvaise nouvelle. L'autre question, c'est on fantasme tous un peu sur justement les conséquences, etc. Est-ce qu'on peut commettre des erreurs? Est-ce que tu vois, dans les erreurs qu'on pourrait commettre en analysant les impacts de l'IA générative, est-ce qu'il y a des choses évidentes qui te semblent des erreurs, on va tous en commettre parce que ça va très très vite et qu'on n'a pas du tout, je pense, la vision globale qui permet de se dire c'est sûr et certain, ça va évoluer dans tel ou tel sens. Donc il y a évidemment ça va forcément nous surprendre. Les statistiques qui circulent, c'est qu'il y a 80% des métiers liés à l'IA qu'on ne connaît pas encore. Donc à partir du moment où il y a une telle proportion de métiers qui vont se créer, on peut évidemment supposer que ça va avoir des incidences sur l'activité au sens large et donc sur la capacité à lire l'avenir. Simplement, les erreurs, je pense qu'il faut éviter, c'est 1, interdire, c'est 2, légiférer sur le progrès, ça me paraît toujours dangereux. Donc, c'est en cours d'ailleurs. C'est en cours et je ne suis pas sûr que ce soit très utile parce que les choses vont vite et que j'ai le sentiment que le législateur a toujours un temps de retard. Je ne dis pas qu'il ne faut pas encadrer, bien entendu, mais je pense qu'il va y avoir de l'autorégulation dans le système par définition, parce qu'on le voit bien, il progresse au fil du temps, mais il n'est pas parfait. Et il faut justement que on soit très vigilant sur des points précis, à savoir, 1, ce qui me semble, moi, être l'essentiel pour éviter toute erreur, c'est le sourcing, c'est-à-dire que se dire que là, il faut absolument que d'une façon ou d'une autre, quand on utilise ChatGPT, 1, ce soit dit, 2, que l'ordinateur lui-même source ce sur quoi il base ce qu'il ressort comme texte. Parce que on a tous compris qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire dire de façon brillante à l'ordinateur que la Terre est plate, que la Shoah n'a jamais existé, etc. Donc ça, on l'a tous à peu près saisi. Et je dirais que ça, c'est ce que j'appelle la phase d'autorégulation. Enfin, mais en revanche, se priver de la capacité d'institutionnaliser le fait qu'il faut sourcer. Alors évidemment, quand on est journaliste, on y est particulièrement sensible, mais qu'on puisse à chaque fois savoir où on met les pieds, ça me paraît essentiel. Et ça ne veut pas dire que ça dévalorisera le travail, parce que à la fois ce qu'on démontre, et là pour le coup c'est mon fils qui me l'a expliqué, c'est moi j'ai compris dans le ChatGPT après coup, en travaillant dessus, que c'est exactement ce que moi je faisais quand j'étais jeune et qu'il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Internet. Et donc, quand j'avais un exposé à faire sur Beethoven pour ma prof de musique, j'allais dans le salon récupérer l'Encyclopédia Universalis. Et puis, au bout de 3 heures, j'étais en train de regarder un truc sur le moteur à explosion qui n'avait plus grand-chose à voir avec Beethoven.
mais parce que voilà, je m'étais promené, j'avais découvert des pages, je me disais, ah tiens, ça c'est intéressant. Et en fait, l'intérêt de l'outil ChatGPT, c'est justement de la co-construction. C'est d'être avec un sparring partner avec lequel on va améliorer, affiner le travail. Et à partir de ce moment-là, c'est pas de la gruge, quoi. C'est pas juste tricher et envoyer en 15 secondes un truc sur un résumé des Misérables de Victor Hugo. Non, c'est que on va, si on le fait bien, s'obliger à interagir avec la machine pour améliorer le résultat final. Et ça, moi, je pense que c'est plutôt positif. Et si c'est valable pour l'étudiant ou le lycéen, même s'il est feignant un peu au départ, il va apprendre des trucs à la fin. Parce qu'il va faire remonter des choses qu'il ignorait avant de commencer son exposé ou son travail. En revanche, il faut qu'il soit sûr que ce que ChatGPT lui dit est vrai. Et pour l'instant, ChatGPT dit aussi bien blanc que noir et avec la même conviction. Donc c'est ça qu'il faut arriver à absolument encadrer pour éviter les erreurs d'usage. Très bien. On parlait jeudi dernier d'hallucination, mais c'est vrai que c'est des erreurs et il faut être clair là-dessus. Et sur les sources, bon, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que je pense qu'on est sensible et c'est important voilà, de pouvoir savoir d'où vient... Les hallucinations, en plus, c'est une chose. C'est-à-dire qu'il y a les hallucinations d'un côté. C'est-à-dire que c'est le mécanisme même de fonctionnement de la machine, qui en fait, comme une grosse pelote de laine, va tirer des mots-clés les uns derrière les autres et va donc créer quelque chose qui est fondamentalement faux. Et puis, il y a le fait d'aller chercher des informations qui, elles, parce qu'on les orienterait dans un sens particulier, apportent une réponse qui est convaincante à quelque chose de faux dès le départ. Et ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est de la manipulation. Et là, on est encore sur un truc que la machine est capable de faire sans avoir, parce qu'elle, et tant mieux, elle s'interdit tout sens critique, sans avoir la capacité à s'auto-censurer elle-même. Donc il faut quelque part que le législateur, ou en tout cas la régulation, fasse que la machine puisse d'elle-même se censurer sur des trucs qui seraient fondamentalement faux, quoi, démontrés comme faux. C'est ça que je veux dire. Écoute, Martial, un grand merci. On l'a vu, hein, l'idée, c'est pas d'interdire, c'est de comprendre. Oui. Donc, merci pour tes éclairages ce soir.